Mesdames, Messieurs, chers amis, j'ai le plaisir de vous accueillir au nom de Monsieur Zaleski, président de la Société historique et littéraire polonaise et directeur de la Bibliothèque polonaise de Paris, à notre conférence consacrée à l'artiste Ester Karp. La Société historique et littéraire polonaise est une association de droit français d'utilité publique qui gère la Bibliothèque polonaise de Paris créée au XIXe siècle par des émigrés polonais. Parmi ses membres, vous allez retrouver le prince Adam Jerzy Czartoryski, le premier président et propriétaire de l'hôtel Lambert sur l'île Saint-Louis, le poète Adam Mickiewicz, le premier vice-président, ainsi que Frédéric Chopin. Nous présentons l'histoire de notre société et les personnages qui ont joué un rôle dans sa vie politique et culturelle, ainsi que les importantes collections, documents, livres et œuvres d'art dans le cadre d'expositions temporaires. Il s'agit d'un héritage important et précieux. Le patrimoine documentaire du XIXe siècle est inscrit par l'UNESCO en 2013 dans la liste Mémoire du monde. Notre société organise des concerts et des conférences avec la participation des experts et chercheurs dans toutes les disciplines des sciences. Les conférences consacrées à l'art ou l'histoire de l'art ont également une longue tradition. Nos prédécesseurs, Irena Gałęzowska, Jan Żarnowski, ont organisé régulièrement des conférences consacrées aux questions concernant l'histoire de l'art. Une attention toute particulière est consacrée aux artistes d'origine polonaise dont la créativité s'épanouissait en dehors de la Pologne et pour cette raison souvent méconnus ou sous-estimés, voire même oubliés. Des expositions consacrées à ces artistes furent présentées à la Bibliothèque polonaise au cours des dernières années. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'artiste dessinateur et peintre Ester Karp. L'initiateur enthousiaste de cette conférence est M. Fabien Bouglet, amateur d'art et depuis qu'il a découvert l'œuvre artistique d'Ester Karp, collectionneur ardent de ses œuvres et président de la Société des Amis d'Ester Karp. M. Fabien Bouglet est juriste et historien de l'art, spécialiste des questions juridiques et fiscales touchant au patrimoine artistique. Depuis 18 ans, il accompagne les familles pour la gestion de leur patrimoine. Il est l'auteur de plusieurs publications à ce sujet. Madame Pascale Samuel est conservatrice de la collection d'art moderne et contemporain du Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. Elle est commissaire de l'exposition Chagall-Modigliani-Soutine, Paris pour école 1905-1940 et de l'exposition qui a lieu actuellement Hirschfenster et les Städte perdus de Montparnasse. Hirschfenster, journaliste et écrivain yiddish, est l'auteur d'Unsere verpeinigte Künstler, nos artistes martyrs, publié à Paris en 1951, un ouvrage qui retrace les trajectoires de 84 artistes juifs de la scène française qui périrent entre 1940 et 1945. Auparavant, Pascale Samuel a été conseillère pour le musée à la Drac Museum et puis Occitanie. Et par la suite, elle a été responsable de la programmation au Centre de monuments nationaux avant de devenir référente pour l'art moderne et contemporain au service des musées de France. Ma collègue, Madame Agnieszka Wiatrzy, est responsable adjointe au département des collections artistiques de la Bibliothèque polonaise de Paris. Elle a fait sa thèse en histoire de l'art dans le cadre du programme doctoral européen Europe and the Invention of Modernity à l'École pratique des hautes études à Paris, avec un sujet dans le domaine du dessin italien du XVIe siècle. Après ses stages au département des arts graphiques au musée du Louvre et au cabinet de dessin et d'estampes à la galerie Uffizi à Florence,
Elle est assistante aux expositions dans les galeries d'art et à la Bibliothèque polonaise de Paris. Avant que nous commencions notre conférence, je donne la parole à notre invitée, Madame Annette Wiewiórka. Madame Wiewiórka, je veux juste dire quelques mots, est l'historienne et spécialiste de la Shoah et de l'histoire des Juifs au XXe siècle. Ses grands-parents juifs polonais arrêtés à Nice pendant la guerre sont morts à Auschwitz. Son doctorat, publié en 1992 sous le titre de Déportation et génocide entre la mémoire et l'oubli. Directrice de recherche au CNRS, elle a été membre de la mission d'études sur la spoliation des Juifs de France. Elle est engagée aujourd'hui auprès de l'association Primo Levi en tant que membre de son comité de soutien. Auteure de nombreuses publications, Madame Wiewiórka a été nommée chevalier de la Légion d'honneur en 2001 et promue officier en 2009. Elle est lauréate des prix Henri Hertz et prix Mémoire de la Shoah. Et je vous donne la parole. Bon, c'est beaucoup tout ça. Voilà. Voilà. Elle est commandée. Bon. Non, je suis un peu gêné d'abord parce que ma place ici n'est pas aussi évidente que celle des autres et que je la dois à une série de, disons, de coïncidences. Depuis de très longues années, depuis plusieurs dizaines d'années, je m'étais promis de faire l'histoire de la vie de mon grand-père, Wolf Wiewiórka, journaliste, écrivain yiddish, arrivé en France après un petit périple, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, probablement en 1923, et qui a créé des journaux. Il y avait un appétit de culture extraordinaire chez ces juifs yiddish, et qui ensuite a beaucoup contribué à toute la presse yiddish, notamment le Pariser Reit. Et il avait aussi une passion pour la peinture et les peintres, et dans ces deux recueils de nouvelles qui ont été publiés en yiddish et traduits il y a une dizaine ou une quinzaine d'années par la bibliothèque Medem, plusieurs de ces nouvelles concernent des portraits de peintres de Montparnasse qu'il rencontre dans les cafés, le Dôme, la Coupole, qui sont les cafés que présentaient ces peintres. Donc, pendant le premier confinement, je me mets vraiment au travail et je commence à reprendre des entretiens que j'ai faits avec mon père en 1979. Mon père est décédé en 91. Et dans ces entretiens, grande place est prise par un épisode dont j'avais d'ailleurs toujours pensé qu'il avait duré 20 ans tellement il était important dans la mémoire de mon père, mais qui est un épisode qui dure 2 ans seulement, 1929-1931. Dans ces 2 années-là, mon grand-père, qui était incapable de rien faire de ses 10 doigts, mais qui avait une femme dont on dit qu'elle était analphabète, mais très entreprenante, ouvre un restaurant qui s'appelle Au rendez-vous des étudiants, rue d'Ulm. Il ne faut pas imaginer la rue d'Ulm comme aujourd'hui, et il ne faut pas imaginer le restaurant comme un restaurant. C'était une sorte de cantine et un lieu de rencontre de tous les intellectuels et artistes de ce monde yiddish qui constituait, aujourd'hui on dirait, des intellectuels précaires, excessivement précaires, d'une précarité qui n'est même pas comparable avec celle d'aujourd'hui. Et dans les entretiens que j'ai faits avec mon père, il évoquait surtout 2 femmes peintres. Il disait qu'il y avait 2 femmes peintres qui venaient au restaurant, une qui s'appelait Hanna Kowalska, que manifestement mon père était un gamin de 10 ans à l'époque, il est né en 21, il était né en 21. Hanna Kowalska, manifestement, il l'a beaucoup aimée
Et il raconte beaucoup de choses d'elle. Il la décrit physiquement avec les sourcils complètement épilés, comme on faisait à l'époque, et un grand trait noir à la place des sourcils, et faisant des poupées, les poupées qu'on mettait sur les couvertures des cosy ou pour gagner sa vie. Je pense que c'est aussi parce qu'elle était mariée à un critique littéraire et d'art qui s'appelait Vinogora, donc il y a eu probablement quelque chose de plus long. Et puis, une autre femme peintre, dont mon père dit qu'une seule phrase, il y avait une autre femme peintre, Esther Carpe, et j'ai été revoir la citation avant de venir, qui était un peu cinglée. Dit mon père, c'est la seule chose que dit mon père, un gamin de 10 ans avec cette femme. Donc je pense que le livre de Fenster, Pascal Samuel, il y a eu c'est dans le confinement, comme je cherchais, j'ai fait un peu de bruit, il y a eu un petit incident donc, que je n'évoquerai pas autour d'Esther Carpe. Donc tout le monde a cru que c'était quasiment une thèse sur Esther Carpe que je voulais faire. Je voulais juste un peu mieux comprendre ce qu'elle était, l'atmosphère du restaurant de cette époque-là. Mais dans les archives de Fenster, Pascal Samuel, les gens qui ont travaillé avec elle, les gens de la Maison de la Culture Yiddish, où sont conservées les archives, ont trouvé des correspondances avec Wolf Wiewiórka, qui sont des correspondances du début de la guerre, parce que Fenster a réussi à passer en Suisse, ce que mon grand-père n'a pas pu faire. Voilà. Donc il y a, je pense qu'il faut voir ce micro-milieu et prendre conscience aussi, et j'ai pris conscience seulement maintenant, que ce milieu si vivant, dont on a en fait une nostalgie terrible, ça a été quand même un milieu de grande misère et de grande souffrance pour tous ces gens. Donc, je remercie l'Institut, la Bibliothèque polonaise, pardon, Fabien Bouglet, Pascal Samuel, de m'avoir permis de dire ces quelques mots. Merci. Merci beaucoup. Oui. Oui, il faut que je sois devant. Oui. Et le PowerPoint, il est. Ah. Écran partagé, c'est ça? Oui. Et c'est ici. Voilà. Impeccable. Écoutez, bonsoir à tous. Bonsoir aux personnes qui sont par Internet. Tout d'abord, je voulais remercier la Bibliothèque polonaise, le président Zalieski, Annette Wiewiórka pour son intervention à l'instant, Anna Czernowska et Agnieszka qui ont organisé cet événement, et puis Pascal Samuel, qui m'ont tous accueilli avec bienveillance lorsque je suis venu les voir pour leur parler de mon intérêt pour cet artiste que j'avais découvert au travers d'un achat avec un marchand qui s'appelle Monsieur Dard et qui m'a présenté quelques œuvres d'art. Et comme je côtoie régulièrement le monde de l'art et le marché de l'art, j'étais assez fasciné de voir la qualité, la couleur, la beauté de certaines œuvres d'art pour cet artiste qui semblait totalement occulté et oublié dans l'histoire de l'art. Comment une artiste qui avait fait des choses aussi belles, de telle qualité, avec un tel talent, pouvait-elle rester dans l'oubli? Et donc, j'ai commencé à faire des recherches et je me suis aperçu qu'effectivement, Esther Carpe était une femme seule, polonaise, juive, qui avait des problèmes psychiatriques, surtout à la fin de sa vie, et que finalement, sa paranoïa naissante, surtout après la Seconde Guerre mondiale, avait contribué à l'oubli complet du monde culturel, alors que pour autant, lorsque j'ai réalisé des recherches, eh bien, on trouvait des pièces de puzzle à droite, à gauche,
d'une place importante dans l'histoire de l'art et en particulier de l'École de Paris. Et donc, eh bien, moi qui avais acheté quelques œuvres d'art, j'en ai acheté un certain nombre, dans Pologne aussi, dans certaines maisons de vente, et je me suis passionné par la découverte de cet artiste et j'ai enquêté, parce que comme un détective, bon, je suis plutôt assez sensible à l'enquête, donc j'aime ça, et en fait, tout a été fait pour qu'on oublie cet artiste. Alors, il y a trois sources primaires. Alors voilà, vous avez un exemple d'œuvre d'art d'Esther Karp, qui est David et Bethsabée. Et là, un dessin représentant donc Esther Karp dans son atelier. Il faut savoir que dans l'œuvre que je commence à bien connaître d'Esther Karp, et vous ne m'en voudrez pas, il y a certaines informations que je n'ai pas, parce que tout est à construire, tout est à créer, tout est à découvrir encore. On a, avec Pascal Samuel, déjà pas mal œuvré, et d'autres ont œuvré, j'en parlerai tout à l'heure. Il y a trois sources primaires autour d'Esther Karp. La première, c'est le livre « Scènes et visages de Montparnasse » de Kjell Arendsson, vous m'excuserez de la mauvaise prononciation, qu'il a écrit en 1963, et un ouvrage formidable, mais que Kjell Arendsson avait rédigé en yiddish. Alors, le problème, c'est que ce n'est pas facile pour avoir la connaissance de son œuvre, et donc, j'ai fait traduire par Bernard Westbro, qui a eu la gentillesse de traduire le texte de Kjell Arendsson, et je vais vous lire un petit passage parce que je trouve que c'est vraiment passionnant. Je ne devais pas rencontrer à nouveau Esther Karp avant la Libération, donc il la rencontre, seconde rencontre, après la Libération. Elle avait fait depuis d'extraordinaires progrès en peinture et comptait parmi les femmes peintres les plus douées de l'école de Paris. Intéressant, puisque c'est un critique d'art et lui-même galeriste. Je retournai donc dans son modeste atelier de la rue Guénégaud. Elle me montra ses derniers travaux et pour moi, il n'y avait pas l'ombre d'un doute que si elle exposait ses œuvres, elle aurait un franc succès. J'oserais dire qu'Esther Karp n'a pas la place qui lui revient eu égard à son talent. Vous verrez, il y a d'autres passages tout à l'heure que je lirai. Donc ça, c'est la première source primaire sur Esther Karp. La deuxième source, passionnante, est cet article que j'ai fini par découvrir, qui est l'article des médecins, Bouquerel et Brégéon, qui sont deux médecins qui ont découvert 60 dessins qu'elle avait cachés dans son lit après son décès. Ils l'ont découvert après son décès, parce qu'elle cachait, lorsqu'elle a été en hôpital, elle cachait ses créations et elle ne disait pas qu'elle était peintre. Elle avait même été un peu jalouse parce que il y avait une femme qui avait pris la place de chef d'atelier de peinture et en fait, elle était assez hautaine aussi, il faut dire Esther Karp, parce qu'elle était sûre de la qualité de son travail. Et donc, les médecins ont été un peu éberlués parce que, en fait, elle était paranoïaque, on le verra, on voulait lui voler son œuvre. Et ils n'y croyaient pas trop, les médecins. Et le jour où ils ont découvert après son décès ses œuvres, ils ont été éberlués par la qualité des œuvres et ils ont été un peu fascinés. Et donc, ils ont fait cet article de 22 pages qui nous donne des éléments vraiment importants sur les problèmes qu'avait Esther Karp, mais aussi sur sa vie. Et donc, on a des sources très intéressantes. Troisième source fascinante, le fonds Marquevaux, où Marquevaux était un photographe qui a photographié près de 300 000 clichés des artistes de l'école de Paris. Et dans le fonds Marquevaux, donc qui appartient à la bibliothèque Kandinsky, on a peut-être l'artiste pour lequel on a le plus de mémoire, puisqu'en fait, il y a 200 clichés. Et comme elle n'avait pas beaucoup d'argent, on peut même penser que Marquevaux lui faisait ça gratuitement, eh bien, elle mettait plusieurs œuvres sur un même cliché. Ce qui fait qu'on a la trace de 500 œuvres d'art. J'ai fait le calcul l'autre jour, connues, et c'est assez fascinant parce que quand on trouve des œuvres d'art, soit dans le marché de l'art ou dans les musées, eh bien, on peut vérifier effectivement la conjonction avec le fonds Marquevaux. Tous ces travaux ont été synthétisés dans un travail d'étude qui a été réalisé par Agathe Vell, étude dans le cadre de l'école du Louvre et de la bibliothèque Kandinsky. Donc, elle a fait une synthèse de ces différentes sources. Alors, Esther Karp est née à Skierniewice en 1897, très exactement le 18 décembre 1897,
dans une famille de photographes. Donc, Skierniewice, c'est en Pologne, à quelques kilomètres de Varsovie et de Łódź. Et elle a 5 sœurs. Et donc, vous la voyez à droite, entourée. Donc, c'est la photo, c'est en 21, donc elle a à peu près 22, 23 ans, à peu près. Et elle est auprès de ses 5 sœurs, pardonnez-moi, Richia, dont David Allon, avec lequel je suis en relation, est le petit-fils. Donc, c'est le seul descendant d'Esther Karp connu. Et d'ailleurs, il m'a fait l'honneur d'accepter d'être le président d'honneur de l'association que j'ai lancée pour la mémoire d'Esther Karp. Et puis, ses autres sœurs, qui ont la particularité de faire de la musique. Et elle est toute seule parce qu'elle a la particularité d'aimer peindre. Et donc, déjà, elle commence son exclusion familiale. Voilà la photo de son père avec sa fille Rachel, qui lui apprend la musique. Et c'est des pièces tout à fait intéressantes qui ont été notamment dévoilées par un collectionneur qui s'appelle Waldemar Bronix, je suis désolé pour la prononciation, à Skierniewice, qui est collectionneur de photographie et qui, lui aussi, s'est intéressé. Parce qu'il faut savoir que c'est fascinant parce que la vie d'Esther Karp, beaucoup de personnes actuellement s'y intéressent dans le monde. Il y a par exemple David Mazower qui s'occupe des guides dont on va voir tout à l'heure, qui est journaliste à la BBC et qui est administrateur du centre yiddish en Grande-Bretagne. Vous avez également Justina Potoczka qui s'occupe de l'histoire d'Esther Karp en Pologne. Et on le voit, beaucoup de gens s'y intéressent au niveau international, et donc le petit-neveu d'Esther Karp. Alors Esther part faire ses études à Vienne. On ne sait pas trop à Vienne où elle a fait ses études. Ça, c'est un mystère. Et ensuite, elle part à Łódź, dans lequel elle participe à l'illustration de recueils de poésie qui sont réalisés. C'est un mouvement un peu féministe. Ce sont les femmes qui vont illustrer des poésies et des poèmes réalisés par des hommes. Et il y a 3 recueils de poésie, et elle va illustrer Les cieux dans l'abîme, qui a été réalisé par Chaim Kroll et illustré par Esther Karp. Je ne vais pas en dire trop. Voilà une des œuvres, et on voit déjà apparaître la couleur dans l'œuvre d'Esther Karp et la modernité qu'elle abandonnera un petit peu après. Voilà une autre œuvre de ce recueil de poésie, avec un petit dessin préparatoire à côté qui est sur un document de 1921. Ce n'est pas le premier dessin, parce qu'on a quelques dessins connus de 1914, mais ils sont plutôt des dessins d'enfants et d'étudiants. Là, c'est vraiment un dessin d'avant-garde tout à fait intéressant. Et puis ensuite, elle part en 1925 à Paris. Et là, elle est accueillie à bras ouverts par Léopold Zborowski, qui n'est quand même pas le dernier des marchands, puisque c'est le découvreur de Chaim Soutine et de Modigliani, qui va exposer Esther Karp en 1931. Et malheureusement, Zborowski meurt l'année suivante, puisqu'il va faire faillite à cause de la crise de 29, et elle perd son mécène principal. Et d'ailleurs, elle le dit dans un courrier que j'ai, elle dit « J'ai perdu mon contrat avec Zborowski ». Donc, on a vraiment la trace de son contrat. Donc, elle a un contrat avec un galeriste qui est un des galeristes moteurs des grands artistes de l'école de Paris. Et ensuite, eh bien, elle partira en Pologne. Elle retournera en Pologne de 31 à 34. Là, je laisserai Agnieszka en parler. Et à partir de son retour en France en 34, elle va vraiment avoir une succession d'expositions. Elle va être présente vraiment au cœur de la vie artistique. Vous voyez, on le voit de 1930 à 1955 au Salon des Indépendants, de 38 à 50 au Salon d'automne, de 39 à 47 au Salon des Tuileries, et elle exposera à la Galerie d'Anjou en 39 à l'exposition de l'art féminin, où vous avez Marie Laurencin, Tamara Lempicka et tous les grands artistes de l'époque. Donc, c'est assez fascinant. Elle a été complètement occultée par l'histoire, alors que tout ça, eh bien, on a des traces. Et voilà, par exemple, c'est intéressant, on a retrouvé ce journal d'un journal qui s'appelle
art du 21 mars 47 et elle est mise en photo, vous voyez, au milieu de la page, eh bien c'est son œuvre qui est mise en avant dans la page du journal. C'est vraiment l'œuvre d'Esther Karp qui est mise en avant. Elle est au cœur de la vie culturelle, tant et si bien même, vous allez voir dans le prochain, qu'elle rencontre Giacometti et il lui met écrit, parce que c'est l'écriture de Giacometti, son adresse, donc elle est vraiment au cœur de la vie culturelle. L'État lui achète une œuvre en 47, et là, c'est son atelier, donc probablement rue Guénégaud, et c'est l'œuvre qui a été achetée en 47 par l'État, et c'est une œuvre de 37. C'est, je pense, à partir de l'épisode polonais et jusqu'à la fin de sa vie, l'explosion de la couleur, parce qu'on va dire que les œuvres qu'elle avait réalisées, on va dire dans les années fin des années 20 et début des années 30, n'étaient pas nécessairement très colorées, étaient un peu classiques. Elle avait perdu son style d'avant-garde, elle était peut-être plus dans une démarche un peu commerciale. Et après, elle va avoir une explosion de couleurs, vous allez le voir dans différentes œuvres que je vais vous présenter. D'abord son atelier, avec une dimension cubiste. Alors, vous allez voir, parce que Esther Karp, elle va s'imprégner de tous les styles, du cubisme, du futurisme, du musicalisme, de l'orphisme. Elle va être dans des styles extrêmement proches de Picabia, Picasso, mais c'est son propre style. Toujours, d'ailleurs, les commentateurs parlent d'un style propre, qui lui est propre, même si elle fait sien toutes les tendances de l'époque. Et à la rigueur, dans l'école de Paris, on a quelque chose qui va plus vers le sombre, vers la fin, alors que là, on a une explosion de couleurs. Là, c'est évidemment une déformation. On ne peut être que tout à fait évocateur de la proximité de Chaim-Soutine. Ce qui est aussi très intéressant dans ces œuvres, et on le découvrira progressivement, c'est qu'on ne sait pas encore les dater. On ne sait pas encore trop la chronologie des œuvres. Quand on aura une vision plus globale de son œuvre, on saura à peu près, parce qu'elle ne date pas ces tableaux. C'est ça qui est un problème, ou alors vraiment de manière parcimonieuse, ou alors dans les articles de presse qu'on peut trouver, par exemple, eh bien, on a le style de l'œuvre par rapport à la photo qu'on a vue à l'instant qui revient. Là, on a donc le style plutôt transparence, hein, avec une succession de visages toujours très colorés, et probablement le portrait, donc ça c'est le travail préparatoire de cette œuvre, et probablement le portrait de l'homme qui va la quitter probablement pour aller rejoindre De Gaulle, en tout cas au moment de la Seconde Guerre mondiale. Bouquerel et Brégéon expliquent que son fiancé, son amant, l'a quitté pour rejoindre la Grande-Bretagne en 1939. Voilà une petite série, une œuvre d'une série qui s'appelle les Pêcheurs. Elle fait une série comme ça, donc tout en rondeur. Ça, c'est, vous voyez, l'explosion de la couleur. Elle va faire une série d'œuvres liées à la tauromachie, avec, on le voit déjà, ces grands traits de couleur, l'utilisation des ronds est vraiment une technique tout à fait spécifique à Esther Karp. Là, c'est un pianiste, et on va voir, on retrouve régulièrement dans ses œuvres, elle peint le son. Vous voyez, au-dessus du piano, eh bien, ce n'est pas un bouquet de fleurs, c'est le son qui est peint. C'est ça qui est tout à fait fascinant. On retrouve dans certaines œuvres la reproduction du son. Voilà une autre œuvre d'art d'Esther Karp avec sa période où elle fait des grands traits, et parfois même ce sont des traits qui rappellent les touches de piano, de piano. Donc voilà un pianiste. Donc là, on s'approche de l'abstraction. C'est d'ailleurs une des particularités de son œuvre. Au début, on est plutôt cubiste, on est réaliste, et plus on se rapproche de la fin de son œuvre, plus on se rapproche de l'abstraction. Alors là, c'est des dessins tout à fait fascinants parce qu'elle va, sur une feuille de papier, illustrer la musique qu'elle entend dans la rue. Donc là, elle est rue Férou, je pense que c'est à côté de Saint-Sulpice, et elle écoute de l'Olivier Messiaen et elle traduit ce qu'elle entend en dessin
de son ressenti, un peu comme l'écriture automatique. Et voilà, là, c'est un Chopin, c'est un concerto de Chopin en fa mineur, qu'elle date du 17 juin 1949. En 1941, elle commence à avoir ses troubles psychiatriques. Donc, deux de ses sœurs, c'est, vous m'excuserez, mais c'est Anna et Sheba, sont déportées en camp de concentration. Donc, elle va perdre ses deux sœurs. Elle va perdre son conjoint et elle va se retrouver dans la difficulté. Et elle se retrouve en 1941 dans sa première hospitalisation en hôpital psychiatrique à Sainte-Anne. Et elle fera des séjours réguliers. Elle fera des séjours réguliers. Voilà une œuvre représentant un accordéoniste. Voilà une œuvre représentant son atelier, sa chambre atelier, avec la tour Eiffel. C'est très intéressant. On a une œuvre vraiment composée avec les touches de piano qu'on retrouve en bas, en dessous voilà, son lit, elle. Et on a une œuvre qui est vraiment tout à fait intéressante. Là, on a une autre œuvre qui représente la vie quotidienne, parce que donc il y a la musique qui fait partie de ces représentations, il y a la vie quotidienne, là c'est le Tour de France. Et ce qui est intéressant dans cette œuvre, c'est qu'au dos de l'œuvre, eh bien, on retrouve ce personnage qui lève les bras au moment du passage du Tour de France, et on le retrouve ici dans une œuvre qui va décomposer avec une mosaïque de couleurs, et là on se rapproche de l'abstraction. Vous voyez, c'est intéressant de voir les deux styles. Et par la suite, on va être dans une mosaïque de couleurs, et c'est tout à fait intéressant. Sheila Ranson dit « Les œuvres dans lesquelles elle a affirmé ses plus grandes qualités de coloriste et de compositrice sont les tableaux où sont délicatement associés le figuratif et l'abstrait. Ces tableaux sont basés sur une conception de pavage. Mon ami, Léonce Rosenberg, donc l'ami le frère de Paul Rosenberg, qui est le grand marchand de Picasso, récemment disparu, marchand de tableaux et critique d'art de talent, appréciait beaucoup ce type d'œuvre d'Esterka, donc celles qui sont présentées ici. Hormis les importants effets coloristes, ces tableaux se distinguent par une composition compacte mais d'une rare élégance. La plupart d'entre eux comportent la coloration éclatante des anciens vitraux. Elle va donc régulièrement passer entre ses séjours en hôpital psychiatrique. Elle devient paranoïaque. Ne pas copier, met-elle dans le dos de ses tableaux. On va lui voler ses tableaux. Elle dit au médecin qu'un ami critique d'art veut lui voler ses tableaux, ce qui est assez fascinant parce qu'en fait, il lui fait une critique absolument formidable. Il n'a que des jolis mots à son endroit et elle prend tout. Probablement, sa vie terrible, seule, elle est complètement seule, elle vit totalement isolée. Elle vit ensuite boulevard Saint-Germain dans un petit réduit de 10 mètres carrés dans lequel elle entasse. Et dans cette vie, elle s'entoure d'œuvres d'art fascinantes. Et elle a une vie terrible, austère. Et en fait, elle s'entoure d'œuvres d'art dans lesquelles elle rêve finalement, qu'il a fait changer ce monde. Alors, je trouvais ça intéressant dans cette période de confinement, finalement. On voit ce qu'elle a pu ressentir. Elle a cherché à s'évader au travers de son travail pour s'entourer de choses colorées qui lui donnaient probablement beaucoup de plaisir à côtoyer. Voilà une autre œuvre d'art très musicale, avec ces zones géométriques. On sent qu'il y a peut-être un orchestre, on le devine, mais on est déjà dans l'abstraction. Une autre œuvre d'art, presque abstraite, mais qui représente probablement un trombone avec ses touches de couleur et ces deux ronds qui symbolisent le son. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure dans cette représentation du son. Voilà une main. Elle fait souvent les mains, toujours avec une exacerbation de la couleur. Et là, elle fait également une petite série d'aquarelles très colorées. Et celle-là, on la retrouve en photographie dans le fond des cahiers d'art de Servos, celui qui publie Picasso. On ne sait pas si ça a été publié, on le découvrira peut-être, mais en tout cas,
aux bibliothèques Kandinsky, il y a 17 photographies de Marc Vaux, dont cette œuvre d'art représentant donc ce bûcheron. Et puis, cette œuvre d'art tout à fait fascinante par rapport à ses problèmes psychiatriques, puisqu'on voit à Esther Karp seule, en train de peindre. Enfin, moi, je l'interprète comme ça, hein, mais peut-être que je me trompe. Mais à gauche, à sa gauche ou à sa droite, pardon, un médecin en blanc, et puis des personnes qui en veulent à son travail. On voit cette solitude. Et on va retrouver, parce qu'à partir de 1963, elle est hospitalisée de manière définitive, et elle est à l'hôpital Saint-Maurice à partir de 64. Elle partira en Bretagne, dans différents lieux. Et là, c'est donc à son décès en 70 à Créteil, pour une maladie. Elle n'est pas morte dans l'hôpital psychiatrique, elle est morte dans un hôpital pour des raisons de maladie classiques. Et c'est à son décès que les médecins vont découvrir 60 œuvres, dont des œuvres qui sont faites au crayon bic. Elle refusera d'avoir du matériel. Les médecins expliquent qu'elle refusera d'avoir une palette. Et ils expliquent, ils ne comprennent pas, ils pensaient que c'était pour faire le deuil de sa peinture. Mais en fait, non. Parce qu'en fait, elle… Et là, on le voit, son angoisse, elle est au milieu. Il y a un voleur de tableaux et puis, probablement, la tristesse d'avoir perdu son amant. Voilà, dans ces dessins, on retrouve un certain nombre, je ne peux pas tous vous les présenter, mais un certain nombre d'œuvres imprégnées de la culture juive. Et là, il y a différentes scènes bibliques de l'Ancien Testament. Et c'est le docteur Shapiro qui avait, dans l'article, fait la traduction pour les médecins de ces dessins pour expliquer le sens biblique de ces dessins. Voilà un autre dessin que moi je trouve vraiment formidable quand on pense que c'est fait au crayon bic. Et les médecins, et je finirai sur, j'espère que je n'ai pas été trop long d'ailleurs, les médecins vont écrire dans leur article dont j'ai parlé tout à l'heure la chose suivante. Ces dessins nous ont semblé si émouvants, si riches de souvenirs et des réactions affectives de leur auteur, que, bien que nous ne puissions les inventorier, ni dans leur temps, ni dans leur intention réelle, moins encore les analyser valablement dans une perspective psychopathologique, il nous a paru souhaitable de les faire connaître, non seulement pour partager avec d'autres l'émotion esthétique qu'ils nous avaient procurée, mais aussi pour rendre une sorte d'hommage posthume à une artiste disparue assez misérablement dans un oubli apparent. Gageons que cette conférence d'aujourd'hui à la Bibliothèque polonaise avec Pascal Samuel soit un moment de naissance pour réhabiliter cet artiste et cette œuvre qui est tombée dans l'oubli et qui, on l'espère, va renaître de ses cendres. Merci beaucoup de votre attention. Ah, j'arrive pas à trouver. Je vois pas. Qu'est-ce que je fais? Partage. Ok, bon. J'y suis. Alors, est-ce que vous m'entendez déjà? Parce que
Donc, au nom de la Bibliothèque polonaise de Paris et la Société historique et littéraire polonaise de Paris, on est très, très heureux de vous accueillir après ce déconfinement. Je suis donc ici pour vous parler d'Esther Karp, peut-être de notre point de vue, de la collection artistique qui est très riche et qui conserve beaucoup d'artistes qui vivent à la frontière des deux cultures, polonaise et française, et aussi des cultures hébreux, judaïques. Donc, on a vraiment salué l'initiative de Fabien Bouglet et puis en rencontrant aussi Pascal Samuel, on s'est dit qu'il faut absolument insister pour que cette rencontre a lieu. Et comme vous voyez, on a réussi. Donc déjà, il faut se féliciter ce fait. Donc, quand vous avez remarqué l'intitulé, si vous voulez, de cette rencontre, c'est commencer par le double nom, Esther Karp avec K et Esther Karp avec H après T, et c'est au début de son nom, ce qui est bien évidemment un fait très peu original pour les artistes juifs en Pologne, qui souvent changeaient leur transcription. Mais si je peux me permettre cette réflexion, je crois que pour Estera, signer les œuvres, c'était un choix conscient. Et même, justement, Fabien Bouglet nous a montré une fois petite esquisse faite probablement en France, avec un joli paysage. Et de l'autre côté, il y avait justement des essais de l'artiste qui a essayé sa première petite signature, Esther Karp, écrite en français. Donc, c'était très touchant, vous voyez, parce que je trouve que l'art nous donne justement, en général, je trouve, cette rencontre de frontières, des différentes, de l'intimité de l'artiste, de son environnement, de ses traditions familiales, les traditions qu'il s'imprègne avec sa formation, avec son réseau des artistes. Donc, ensuite, vous avez une citation d'un des plus émouvants témoignages de Shia Aronson, dans lequel il transmet ce que Estera lui a dit. Dans toute la famille, donc sa famille, j'étais une exception. Au lieu de musique, je me suis occupée de la peinture. Donc, vous voyez, encore une fois, j'aimerais bien qu'on fasse un petit parcours de lieux géographiques qui étaient chers à Estera et en même temps réfléchir sur cette exception qu'elle crée, étant toujours une artiste quelque part suspendue entre le deux, entre ces différentes cultures qu'elle s'imprégnait. Donc, quand Monsieur Bouglet, encore une fois, nous a montré pour la première fois les œuvres de Estera, notre réflexe était penser un petit peu de l'artiste moderne, non conformiste également, comme Estera, que vous pouvez apprécier dans nos salles muséales, Bolesław Biegas. Je ne fais pas des liens directs entre le style, ça je laisse bien évidemment aux spécialistes, mais il me semble qu'il y a quand même quelque chose de très pertinent, car tout comme Estera, qui est née dans la famille, qui vit de la musique, toute sa famille, vous avez vu déjà, Monsieur Bouglet, il a montré beaucoup des compositions qui montrent les accordéonistes, les pianistes. Il y a cette passion pour reproduire, faire montrer par la couleur et par cette déformation, le mouvement, la vibration musicale.
Et quelque part, Viegas aussi, il était absolument passionné par la musique. D'abord, non seulement dans la peinture, mais aussi dans la sculpture. Il a consacré plusieurs portraits à Berlioz, à Wagner, mais aussi, bien évidemment, à Chopin. Donc, si vous voulez, il y a quelque part cet univers qui se rencontre. Et ce qui est aussi étonnant, c'est que la dernière exposition au Salon des indépendants, auquel Estera elle a participé, il y avait aussi une exposition de Viegas, posthume parce qu'il est mort en 1954, mais où on a exposé justement les plâtres des musiciens de Wagner et de Berlioz. Donc, notre parcours, je veux faire un peu bref, donc ça sera Skierniewice, Warszawa et Varsovie et Paris, Montparnasse, un peu pour vous montrer ces lieux que cet artiste a vécu. Donc, d'abord, ça sera bien évidemment Skierniewice, qui se retrouve à 66 km de Varsovie, qui effectivement avait une grande tradition d'être rattachée à la première capitale catholique, première capitale de la Pologne, Gniezno. Donc, leur fondation, rattachement au catholicisme, elle était très comment dire, visible même dans la fondation de ville, mais avec le partage de la Pologne, quand Skierniewice devient donc rentre dans l'Empire prusse, il y a une nouvelle phase qui commence, l'industrialisation du 19e siècle. Comme vous voyez, par exemple, on voit en 1840 l'ouverture de la station de chemin de fer qui va de Varsovie à Vienne. Et vous voyez ici ça, c'est un style très particulier qui, justement, voulait aussi impressionner les arrivants en style mauresque. Donc néo, si vous voulez, oriental. Ensuite, vous avez la mairie au centre de la ville qui est construite par Marconi, qui était aussi un architecte célèbre qui est intervenu à Varsovie, par exemple, Platz Bankow, si vous connaissez un peu Varsovie. Et en regardant ce plan, on voit aussi la situation aussi ethnique, confessionnelle et culturelle de cette ville. Parce que justement, avec ce changement de gouvernance, l'Empire prusse a décidé de permettre le logement de l'établissement de la population juive. Et donc, ça a énormément dynamisé cette ville qui était déjà très spécialisée en commerce. Donc, on voit le dynamisme de cette population à partir de 1820 jusqu'à la fin du 19e siècle, où le pourcentage de la population juive représente presque 40%. Donc, vous voyez que ce changement de paysage correspond bien évidemment à l'édification des synagogues, de lieux de culte, de cimetières, aussi des écoles et des boucheries cachères. Et donc, ce que je vous montre ici, par exemple, il y avait aussi une cohabitation avec la population catholique et bien évidemment les protestants et orthodoxes, comme c'était une région très commerçante. Et donc, nous retrouvons aussi cette fameuse
fameux atelier de Lippmann Karp, donc le père d'Esther K, au centre, justement, dans l'une des rues qui sont proches de la mairie. Et vous voyez ici, donc, je vous montre la carte visite de Lippmann, où on voit que non seulement il a son atelier à Skierniewice, mais il a aussi des filières. Vous voyez, donc Rawa, donc deux autres petites localités à côté de Skierniewice, Rawa, Nowe Miasto et Biała. Ici, vous voyez la carte postale qui représente justement Ulica Senatorska, sur laquelle on retrouve ce fameux atelier et un exemple de sa production. Je vous montre également cette photo que vous avez déjà vue avec Monsieur Bouglet, mais c'est encore, vous voyez, c'est non seulement enregistrement, mais pour ce que Estella, elle a dit aussi à Aronson, que ce qui était le plus important dans leur famille, ce n'était pas la photographie. La photographie, elle était traitée par son père et ensuite ses sœurs comme un moyen, une occupation alimentaire. Ce qui était le plus important, c'était la musique. Mais le lien, donc justement, qui se crée dans cette famille était très important. Ce qu'on voit. Et ensuite, Skierniewice et cette proximité à Varsovie a permis d'abord donc à Estera, qui vient quand même d'un milieu pas très aisé, il faut être franc. Donc, en plus, donc c'est l'Empire russe, donc l'Empire prusse. Donc, probablement, elle parle très bien en allemand, yiddish. Donc, pour elle, partir à Vienne, c'est un choix pour se former en tant qu'artiste, c'est un choix très logique. Et ce qui est aussi important donc, pour cette localité de Skierniewice, c'est qu'une fois elle revient, probablement dans les années 20, à Skierniewice de Vienne, elle repart de Varsovie à Paris pour continuer sa formation, sa réflexion sur la peinture. Alors, deuxième chapitre, c'est Varsovie. Donc, comme M. Bouglet a dit, que je vais consacrer quelques mots sur son petite période, courte période, où elle a séjourné à Varsovie. Peut-être entre Varsovie, Skierniewice et Łódź, c'est fort probable parce que c'était d'abord le lieu, donc la ville de sa famille, le lieu Łódź qui était aussi une ville qui était très culturellement dynamique, et Varsovie parce que vous avez une société juive de la propagande des beaux-arts qui est le plus grand société qui réunit, qui aide à promouvoir l'art juif, l'art des artistes juifs en Pologne. Et ce qui est très intéressant dans cette exposition, elle l'a fait deux. Les deux, elle était collective, quoique la première en 1933, elle était faite qu'avec 3 artistes. Ces 2 artistes, c'était Harry Mercer et Ephraim Mandelbaum. Le 2, comme vous voyez, juste en regardant vite fait les 2 œuvres, sont très, très différents. On parle donc d'un sculpteur qui est comparé un peu à ce que fait Marc Schwartz, par exemple. Tandis que l'autre, c'est un peintre qui se spécialise en paysage, en portrait. Moi, je n'ai pas trouvé beaucoup d'œuvres que je pourrais avoir comme comparaison. Mais les 3 artistes, donc, y compris Esther, ils venaient de Paris. Et dans les critiques de cette exposition qu'on retrouve dans la presse, on apprend
on apprend que l'exposition a été pour une fois organisée d'une manière, n'était pas programmée par la société, mais elle s'est déroulée grâce à un concours de circonstances, à savoir que tous les 3 artistes, donc Herzer, Mandelbaum et Esther Karp, sont venus à Varsovie et donc la société a décidé de montrer les œuvres, le travail de ces 3 jeunes artistes. Et ici, bon, j'ai juste choisi ce que j'ai trouvé parmi les illustrations, les descriptions dans ces critiques d'art, ce qui pourrait être rassemblé ou montré par Esther, parce que bien évidemment, ces descriptions sont très schématiques et on ne peut pas véritablement savoir de quelles œuvres de quelles œuvres on peut parler. Par contre, ce qui est encore intéressant, c'est que les 3 artistes, donc cette exposition, elle était intitulée Le groupe de Paris. Donc, vous voyez que quelque part, il y avait une idée de donner une identité à ces 3 artistes qui vient de quelque part d'ailleurs, mais qui s'exposent et qui montrent leur jeunesse, leur modernité. Et d'ailleurs, on retrouve ça aussi dans la critique, que voilà, l'un est plutôt impressionniste, Esther Karp, elle est plutôt proche de l'expressionnisme allemand, ou l'art nouveau dans sa stylisation. Et le 3e, c'est justement le cubisme ou carrément l'art inspiré par l'art populaire juif. Le 3e chapitre, c'est le Montparnasse, Paris, donc quartier des artistes. Et à quoi véritablement consistait cette exception d'Esther Karp? Parce que, vous savez, quand Esther, elle arrive à Paris, elle s'installe tout de suite à Montparnasse, proche de Montparnasse. Dans cette ville, on a déjà des artistes polonaises, juifs ou juste polonaises qui habitent. On a par exemple Olga Boznańska, que vous connaissez probablement, la princesse de la peinture polonaise, qui a son atelier à Montparnasse, qui vient d'une famille très, très aisée. Donc, du coup, elle peut se permettre de s'installer. D'abord, elle a son atelier à Munich, ensuite à Paris. Ensuite, vous avez aussi Mela Mutter, qui, elle est donc représentante comme, par exemple, souvent comme souvent on le lit Esther Karp à l'école de Paris, qui, elle aussi, bien évidemment, s'intègre avec le milieu des artistes de Montparnasse et qui vient de la famille socialiste des intellectuels juifs assimilés de Varsovie. Et on peut parler aussi des excès de Zofia Stryjańska, qui justement, c'est une histoire vraie. Elle finit sa formation à Cracovie. Elle est impatiente de savoir plus sur la peinture. Elle décide donc de se déguiser en homme, se couper les cheveux, se mettre une petite moustache, partir à pied de Cracovie à Munich et étudier avec les autres hommes à l'Académie de Beaux-Arts. Et donc, ce que vous voyez ici, donc, il y a 2 femmes en fait sur cette photo, la modèle et bien évidemment notre Zofia Stryjańska. Et Zofia Stryjańska, elle était exactement dans le même moment à Paris. Elle a même elle a remporté le médaille d'or à l'exposition universelle 1900
31, si je ne me trompe pas, ou 35, je crois. Et si vous voulez, c'était aussi ce modèle de femme non conformiste. Mais notre Esther Karp, et là je vais m'arrêter, notre Esther Karp probablement représente encore un autre type de femme qui, voilà, pas comme les autres exemples que je vous montrais, ne vient pas de la famille aisée. Elle sait très, très bien ce qu'elle veut. Elle ne s'associe pas véritablement avec tel ou tel maître. Parce que vous voyez, à chaque fois, on parle soit de Melamuter, soit même de Bosnaïska, qui était éperdument amoureuse de Neil Whistler. Karp, c'est qu'elle dit aussi à Aronson, et je reviens encore sur son témoignage, elle aime les autres maîtres, elle aime apprendre, mais elle cherche toujours sa voie. Et donc, je vous relis encore cet fragment de critique d'art de 1933 qui peut-être résume un petit peu cette exception qu'elle fait. Après plusieurs années vécues à Paris, Madame Esther Karp, expose pour la première fois à Varsovie. Ici, dans la capitale de la peinture, l'artiste reste fidèle à ses valeurs artistiques. Elle ne nous présente pas une création inspirée par les autres artistes célèbres du milieu parisien. Elle peint des paysages, mais pas comme Utrillo ou Vlaminck. Celui à qui rassemble le mieux son état actuel de recherche artistique est Rousseau. Mais cette filiation ne résulte pas d'une imitation directe. Elle se traduit par l'élément primitiviste, par les deux artistes, que les deux artistes ont en commun. Je vous remercie. Alors. Bien, bonsoir à tous. C'est avec une certaine émotion que ce soir, je me joins à Fabien et je remercie la Bibliothèque polonaise de nous avoir invités à prendre la parole sur Esther Karp. Parce qu'effectivement, c'est une rencontre qui a été finalement assez importante. Nous cherchons des artistes, mais aussi les artistes nous trouvent. Et depuis 2 ans que je travaille sur les artistes de l'École de Paris, j'ai finalement rencontré Esther Karp à plusieurs reprises. Et c'est un petit peu ces rencontres dont je vais vous parler maintenant. Je croyais que c'était un peu. Alors, la première rencontre avec Esther Karp, Fabien en a parlé tout à l'heure, c'est le fonds Marc Vaux. Marc Vaux est un photographe qui s'installe à Paris dans les années 20 et il va être le grand photographe des artistes de Montparnasse. Il va photographier les artistes dans leurs ateliers, mais surtout, il va photographier leurs œuvres. Et c'est là que c'est passionnant pour nous, parce qu'on a là une mine d'informations sur les œuvres des artistes qui étaient présents et actifs à Paris dans l'entre-deux-guerres et dans l'immédiat après-guerre. Et effectivement, Esther Karp est présente. Elle est même hyper présente. C'est ça qui est incroyable. Elle est une des artistes les plus représentées dans le fonds Marc Vaux, alors qu'elle est une artiste inconnue. C'est tout à fait surprenant. Et comme Fabien le montrait tout à l'heure, ce n'est pas une photo qu'on a par plaque, c'est pas une peinture qu'on a par plaque de verre, c'est des plaques de verre où on a 5, 6, 7, 8 tableaux. C'est une sorte de jeu de Tetris pour avoir le maximum de peinture sur la plaque de verre parce que les photographies sont quand même chères et donc elle veut avoir le maximum de ses œuvres qui sont représentées. Pourquoi est-elle aussi représentée dans le fonds Marc Vaux? Aujourd'hui, on ne le sait pas. Est-ce qu'elle avait un lien particulier avec Marc Vaux? Peut-être. Peut-être aussi que son histoire familiale a pu jouer. Son père est photographe. Elle sait se servir du matériel. Peut-être a-t-elle profité aussi du matériel? Peut-être a-t-elle fait elle-même les photos dans le studio de Marc Vaux? Ça,
On ne le sait pas. En tout cas, on émet des hypothèses. La deuxième rencontre avec Esther Karp, c'est le fonds des archives de l'Association des artistes juifs en France, qui est un fonds d'archives donc, qui est conservé en partie hommage. Et dans ce fonds, de deux associations qui se sont créées l'une après l'autre après-guerre, Gagef, puis ensuite à Manout, on voit qu'Esther Karp était présente également dans les expositions organisée par cette association d'artistes qui était une association d'entraide. Elle est créée juste après la guerre. Les artistes veulent se réunir, se serrer les coudes, montrer leur travail ensemble. C'est aussi des occasions pour eux de vendre leurs œuvres, de vendre même parfois leurs œuvres en soutien à la création de l'État d'Israël. Et bien, on retrouve parmi eux Esther Karp. Oui, aïe. Et puis, Esther Karp, on la retrouve également chez ses amis peintres. Et merci à Edith Chomantowski qui m'a montré ce tableau donc de David Garfinkel, qui était proche d'Esther Karp, qui appartient à la même génération qu'Esther Karp. Esther Karp pourrait peut-être aussi peint dans l'atelier de David Garfinkel. Et là, une œuvre de David Garfinkel de 1950 qui représente un vernissage. Vous voyez au centre, avec ses lunettes de profil, Sheila Ronson. Et Esther Karp, vous la retrouvez avec, comment dire, pour vous, légèrement à gauche, avec le chapeau, cette femme de pas très grande taille. Donc, elle est là, elle est bien présente et on la retrouve. Et puis, là encore, Esther Karp dans les archives d'Erschfenster. Anna, merci tout à l'heure de préciser qu'en ce moment, le musée d'art et d'histoire du judaïsme présente une exposition sur Erschfenster et le shtetl perdu de Montparnasse. Et dans le carnet d'adresses d'Erschfenster, je tombe sur l'adresse d'une des adresses d'Esther Karp, l'adresse de son domicile après-guerre. Et dans la collection d'Erschfenster, il y a toujours ce tableau que vous voyez, cette représentation d'un ananas. Et j'en profite pour saluer Ariel Fenster, le fils d'Erch Fenster, qui doit suivre en même temps cette conférence depuis le Canada, parce qu'effectivement, son père et Esther Karp avaient des liens étroits. Et puis, un hasard n'arrive jamais seul. En 2021, donc au début de l'année, le MAGE bénéficie d'un don d'archives. Ces archives nous arrivent par la Villa Vassiliev, qui était un centre d'art. Elles y avaient été données à la Villa Vassiliev par Nadine Yezaver, l'auteur du dictionnaire des artistes juifs, que je salue. Et dans ce fonds d'archives, vous retrouvez des enveloppes de chez Marc Vaux, des archives personnelles, des correspondances notamment en yiddish. On retrouve des papiers administratifs, notamment avec les impôts. Et puis, les deux photographies d'elle, dont une que tu nous as montrée tout à l'heure. Et en la voyant en grand, ça m'a sauté aux yeux. Elle a, vous avez vu, dans son cabas, un journal en yiddish plié. Elle appartient véritablement à ce cercle yiddishophone actif à Paris dans l'entre-deux-guerres et aussi dans la période après-guerre. Elle est finalement dans ce même monde que ce monde, on a parlé de Sheila Ronson et aussi de Erschfenster. Alors, peut-être quelques mots, je vois que l'heure tourne. Je ne reviens pas sur le parcours d'Esther Karp que vous avez brillamment montré tous les deux. Simplement quelques mots sur les œuvres dans la collection du musée, puisqu'on a quelques œuvres qui retracent les différents jalons de son parcours artistique. Le premier jalon, c'est quand elle travaille à Łódź en 1921 dans le cadre des Young Yiddish Artists. Young Yiddish, vous savez que c'était à la fois un groupe d'avant-garde et c'était un groupe d'avant-garde qui mettait en avant la culture yiddish et qui aussi, le sous-titre de la revue Young Yiddish, c'était la poésie en mots et en images. Et là, on avait véritablement, dans le livre d'Esther Karp, sur un texte de Chaim Roll, on a véritablement un texte et une poésie qui sont, vous voyez, à travers ces quelques images,
ou encore là, on voit comment dire, le soin apporté à Esther Karp, à la fois dans les dessins, les illustrations, mais également dans les textes qui sont reproduits et qui sont aussi de la main d'Esther Karp. On a dans la collection, c'est intéressant, 2 exemplaires, dont un exemplaire nous provient, qui a été un don d'Esther Karp au musée d'art juif de la rue des Saules. Vous savez qu'en 1948 est créé à Paris le premier musée d'art juif, musée associatif qui se trouve alors à Montmartre, rue des Saules. Et la collection se constitue en partie grâce aux dons même des artistes qui donnent une de leurs œuvres pour la constitution du musée. Et c'est là, à cette occasion, qu'un des exemplaires rentre. Le 2e exemplaire qui rentre dans la collection, c'est intéressant, c'est un exemplaire qui avait été dédicacé par Chaim Roll à Mané Katz. Donc voilà, c'est deux jolis exemplaires et en plus, ils sont peints à la main et donc ils ont des couleurs différentes, ils ne sont pas absolument identiques. Ils avaient été édités à 200 exemplaires, ce qui est relativement peu. Et puis, voilà, c'est aussi une illustration de la collaboration entre les écrivains yiddish et les artistes, entre également ces femmes peintres qui se mettent à illustrer des recueils de poésie. C'est un moment extrêmement intéressant autour du mouvement Young Yiddish, donc à Lodz en 1921. Une autre œuvre est présente dans le musée d'art juif de la rue des Saules, c'est ce dessin que vous voyez, donc ce dessin à la plume. Et puis, récemment, en nous intéressant à Esther Karp, on a eu envie d'enrichir cette collection. Donc, nous avons fait l'acquisition en vente publique de ce petit dessin qui représente son atelier, ou plutôt devrait dire sa chambre-atelier, hein, puisque Annette Gévorka le disait très bien à l'instant, ces artistes vivent dans une très grande précarité et Esther Karp a une chambre-atelier et c'est à la fois, on le voit, à la fois son lit et son espace de travail, son espace intime et son lieu pour peindre. Et puis, cette année, nous avons bénéficié du don de 5 œuvres d'Esther Karp par Nadine Yezaver, que je remercie, qui nous donne la possibilité donc de mieux connaître et de mieux conserver son travail au musée. Cette œuvre, donc là aussi, qui est une représentation de son atelier. Alors, je précise que ces œuvres ne sont ni titrées ni datées. Donc, ce sont des titres que nous avons attribués pour pouvoir plus facilement désigner ces œuvres entre nous. Mais ni elle ne titre, ni elle ne date ses œuvres. La seule, finalement, une des rares œuvres qu'on a retrouvées datée, c'est celle qu'elle a vendue à l'État français en 1947 et qui date de 1937. Voilà, je continue, je passe. Voilà, la 2e œuvre, très belle. Vous voyez tous ces regards qui se multiplient. Fabien nous parlait tout à l'heure de sa maladie mentale. Hein. Elle a un syndrome fort de persécution et on a comme ça ces regards qui se multiplient quasiment à l'infini. Je ne sais pas si vous voyez à la fois ces têtes d'hommes barbus et ces regards, ces yeux absolument partout qui nous regardent. Il est certain, on parlait de la musique comme une grande source d'inspiration pour Esther Karp, il y a aussi la spiritualité. C'est une femme qui a une très forte spiritualité. On s'en rend compte dans cette œuvre, par exemple. Oups là. Mais aussi, je remonte, pardon. J'ai des petits problèmes. Voilà. Mais aussi dans celle-ci, vous voyez, ces 2 personnages principaux, les mains levées. On peut penser à 2 têtes en prière, la bénédiction des Cohen. C'est fort probable que ce soit cette bénédiction des Cohen qui ait inspiré Esther Karp. Voilà. La 3e œuvre. Donc voilà, c'est des dons dont le musée a bénéficié récemment et qui nous permettent donc de mieux représenter l'œuvre d'Esther Karp dans nos collections. Voilà, et puis pour finir, je voudrais vous montrer le dos d'une œuvre. Hein, on a parlé de syndrome de persécution, elle avait terriblement peur pour ses œuvres, elle avait peur qu'on lui vole sa peinture, et donc elle écrivait au revers de toutes ses œuvres « Ne pas copier » en français et en yiddish. C'est extrêmement touchant.
et en même temps totalement paradoxal. Elle a passé son temps à écrire ne pas copier au dos de ses œuvres. En même temps, elle les photographiait de manière systématique dès qu'elle le pouvait chez Marc Vaux. C'est tout le paradoxe de son travail. Voilà, j'espère qu'en même temps, ce qu'on est tous en train de faire, parce Fabien l'expliquait, on est plusieurs à s'intéresser à son travail aujourd'hui, c'est de lui redonner une visibilité. Et je pense que si elle est tombée dans l'oubli, c'est évidemment, elle était une femme seule, elle cumulait les handicaps, seule, à Paris, juive, sans argent, mais aussi parce qu'elle a choisi un peu de se mettre en retrait. Et on va essayer, voilà, de remontrer son travail. Alors, avant de passer aux remerciements, je voudrais vous dire que le Musée d'art et d'histoire du judaïsme va montrer son travail au sein du parcours des collections l'année prochaine. Donc, je vous donne rendez-vous pour revoir ses œuvres en vrai en février 2022. C'est presque bientôt. Ça sera l'occasion pour nous donc de montrer une sélection d'œuvres et d'archives autour d'Esther Karp. On va valoriser le fonds d'archives qui nous a été remis. Voilà. Et puis, donc, de lui redonner une place dans l'histoire de l'art. Et pour ça aussi, je voudrais remercier deux pionnières. D'abord Nadine Yezaver, qui a été l'une des premières à publier sur le travail d'Esther Karp à travers son dictionnaire des artistes juifs. Et puis Agathe Veil, étudiante en histoire de l'art, qui, à travers le travail qu'elle a mené sur les archives du fonds Marc Vaux sous la direction de Didier Schulman, m'a donné l'occasion de découvrir le travail d'Esther Karp et de l'appréhender dans sa globalité. Voilà. Bah, écoutez, en ce qui me concerne, je n'irai pas plus loin ce soir et j'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir devant les œuvres en vrai. Voilà. Pascal, bravo. Vous avez une seconde, Pascal? Non, vous m'entendez? Peut-être qu'il y a-t-il des questions? Oui, c'est Bernard Weisbrot qui voulait vous dire quelque chose. Mais où vous êtes? Je ne sais pas, je ne vois pas mon image, mais j'ai mis le son. C'est juste pour le dernier tableau que vous avez montré de l'autre côté. Voilà, s'il vous plaît. C'est marqué Esther Karp en yiddish. Ah, merci, il y a marqué Bernard. pas à copier. Sur le bout de bois, sur la traverse en bois, il y a marqué pas à copier. Ça, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Mais dans l'autre sens, de bas en haut, on a Aleph, Samer, Tav, Resh. Plus loin, un très joli kouf, Karp. Voilà. C'est son nom. Elle écrit en yiddish pour une fois. Merci infiniment pour votre participation et merci à notre public. Merci.